Je m'appelle Gabriel, et j'ai fait confiance à ma femme de tout mon cœur jusqu'à ce qu'un simple SMS fasse voler mon monde en éclats. Elle voulait l'envoyer à son amant, mais elle me l'a envoyé à moi par erreur. Et ensuite? Je n'ai pas tout cassé. J'ai été malin. J'ai cherché la vérité. J'ai suivi la piste. J'ai rassemblé des preuves. Et quand le moment est arrivé, je ne me suis pas contenté de l'affronter en privé. Je lui ai tout balancé devant ses parents, mes collègues et son foutu amant en plein milieu d'un restaurant chic. Voici l'histoire de comment j'ai pris ma femme adultère la main dans le sac et comment je me suis assuré qu'elle ne l'oublierait jamais. Allons-y. C'était un jeudi. Je m'en souviens comme si c'était hier. Chaud et lourd, le soleil tapait comme un marteau. J'étais sur un chantier à l'autre bout de la ville, à réparer un chauffe-eau en panne chez une vieille dame qui me proposait du citron pressé toutes les 10 minutes. Gentille, un peu seule, quoi. J'étais assis sur une caisse en plastique dans son garage, trempé de sueur, en train de jurer tout bas sur un boulon grippé, quand mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon, pensant que c'était peut-être Léo qui me proposait une bière après le boulot, ou que c'était Camille qui me rappelait d'acheter du lait en rentrant. Des trucs normaux. Mais quand j'ai vu le nom de Camille s'afficher, j'ai souri un peu. Ça fait toujours plaisir quand ta femme t'envoie un message comme ça, sans raison. Ça te donne l'impression qu'après toutes ces années, elle pense encore à toi au milieu de sa journée chargée. J'ai ouvert le SMS, m'attendant à un truc mignon, peut-être un peu coquin. À la place, j'ai lu. J'ai trop envie de tes mains sur moi comme hier soir. Vite que je sente encore tes lèvres. Je me suis figé. J'étais là, à fixer l'écran comme si on venait de me cogner dans le ventre. Mon cerveau tournait au ralenti, essayant de trouver une explication. Peut-être qu'elle plaisantait? Peut-être que c'était pour moi? Mais la réalité m'a rattrapé où on n'avait pas été proche la veille au soir. En fait, elle m'avait à peine parlé. Elle était rentrée du boulot en râlant qu'elle était crevée, avait filé direct sous la douche, puis s'était glissée dans le lit en me tournant le dos avant même que j'aie fini de me brosser les dents. Pas de câlin. Rien. Et maintenant ce message? Mes doigts étaient lourds comme du plomb quand j'ai répondu un seul mot, quoi? J'ai attendu, le cœur qui cognait, en regardant les petits points de saisie apparaître. Ils ont clignoté un moment, comme si elle cherchait désespérément quoi dire, puis ont disparu. Une bonne minute plus tard, sa réponse est arrivée. Oups. C'était pour ma copine Léa. Désolé. Ma copine mon cul. Aucune femme que je connaisse parle à sa meilleure amie comme ça. Et encore moins avec cet emoji bisou collé à la fin comme une cerise sur une tarte pourrie. J'ai fixé le message, les mains qui tremblaient légèrement, pas encore de colère, juste ce frisson profond quand ton instinct sait qu'un truc grave arrive mais que ta tête refuse encore de l'admettre. J'ai voulu y croire. Putain, j'ai vraiment voulu. On était mariés depuis presque 9 ans. On avait construit une vie. Des projets, un crédit immobilier, des anniversaires, des barbecues dans le jardin avec les potes, des dimanches paresseux avec café et le Parisien. Tous ces petits-fils qui tissent 2 vies en une. Mais ce message avait tout déchiré. Et son excuse? Une insulte. Comme si j'étais trop con pour comprendre. Léa. Bien sûr. Je connaissais ses copines. Je les avais toutes rencontrées. Des filles bruyantes, marrantes, qui s'envoient des mèmes et des recettes de cuisine, pas des déclarations d'amour. J'ai rangé mon téléphone, essuyé mes mains moites sur mon jean et je suis retourné à mon chauffe-eau comme si de rien n'était. Mais mon cerveau n'était plus là. À chaque tour de clé, à chaque goutte de sueur qui coulait dans mon dos, je revoyais ce putain de message flotter devant mes yeux comme un fantôme. Le soir, quand je suis rentré, Camille était déjà dans la cuisine, en train de fredonner en remuant quelque chose sur la gazinière. Elle a fait comme si tout était normal. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a demandé comment s'était passée ma journée, m'a raconté une réunion qui avait traîné au boulot. J'ai hoché la tête, souri, joué mon rôle. On a mangé, on a parlé de factures, du chien du voisin qui aboie trop, puis on a regardé une série débile à la télé. Elle riait au bon moment, se blottissait contre moi sur le canapé comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas essayé d'envoyer son cœur à quelqu'un d'autre cet après-midi-là. Je n'ai rien dit sur le SMS. Pas ce soir-là. Pas même quand on s'est préparé pour dormir, qu'on s'est brossé les dents côte à côte, qu'on s'est glissé sous la couette et qu'on a éteint la lumière. Je suis resté allongé dans le noir,
les yeux fixés au plafond, à écouter sa respiration devenir régulière à côté de moi. Une fissure s'était ouverte dans les fondations. Et au fond de moi, je savais qu'elle ne se refermerait pas toute seule. Je n'étais pas encore en rage. Mais à partir de ce moment, je savais que je ne pouvais plus faire semblant. Je devais découvrir la vérité. Et que Dieu lui vienne en aide si je la trouvais. Quelques soirs plus tard, j'ai eu le deuxième signe. C'était une de ces soirées tranquilles où on avait envie de rien faire. On avait réchauffé un gratin de poulet qu'elle avait préparé la veille, et elle m'a dit qu'elle montait se doucher et se coucher tôt. Rien d'anormal. Elle se plaignait depuis des jours d'être épuisée par le boulot. Je suis resté en bas, à zapper sur les chaînes, sans vraiment regarder. Un vieux western en noir et blanc passait, le genre que mon père matait quand j'étais gamin. Clint Eastwood sur son cheval dans le désert, l'air de tout maîtriser. Pendant ce temps, moi, je me sentais comme un idiot dans ma propre maison. Je n'avais pas prévu de faire quoi que ce soit de stupide. C'est pas mon genre. Mais quand j'ai vu son téléphone posé sur le plan de travail, écran allumé avec une nouvelle notification, je suis resté là, à le fixer. Mon cœur a cogné une fois, fort. Elle ne laissait plus jamais son téléphone traîner ces derniers temps. Toujours dans sa poche ou serré dans sa main. Même aux toilettes elle l'emmenait. Mais ce soir-là, il était là, vibrant sur le comptoir comme une invitation. Je me suis dit que ce n'était pas de l'espionnage. C'était de la légitime défense. Les mains un peu tremblantes, je me suis levé et j'ai approché. Premier truc, l'écran de verrouillage a toujours la photo de notre vieux labrador, Rocky, parti l'automne dernier. Elle ne l'avait pas changé. La peine n'a pas de calendrier. Ça m'a fait un pincement bizarre, mais je l'ai repoussé. J'ai tapé l'écran. Pas de code. Soit elle me faisait encore trop confiance, soit elle devenait négligente. J'ai ouvert les messages, descendu jusqu'à la conversation la plus récente. Le nom en haut. Léa. Le même prénom que dans le SMS, par erreur. J'ai ouvert. Et là, mon estomac a touché le sol. Ce n'était pas du tout une discussion de copine comme elle l'avait prétendu. Les messages étaient intimes. Bien trop pour deux filles. Des trucs du genre. Je n'arrête pas de penser à comment tu m'as serré hier soir. Tu me fais me sentir vivante comme ça ne m'était pas arrivé depuis des années. Quand est-ce que je te revois, mon cœur? Mon cœur. Ce mot m'a transpercé. Le pire? Ce n'était pas seulement ses messages à elle. C'étaient les réponses de Léa. Tu me manques ma belle, t'es comme chez moi, avec des cœurs partout. Aucune femme n'appelle une autre femme, ma belle, et, mon cœur, comme ça. Ce n'était pas une copine. C'était un homme. Et pas n'importe qui. Un homme qui connaissait ma femme mieux que moi, apparemment. J'ai reculé du plan de travail comme si le téléphone allait me mordre. J'avais les mains glacées, la bouche sèche. La pièce semblait rétrécir autour de moi. J'ai reposé le téléphone exactement où elle l'avait laissé. Sans trace. Sans lui donner le plaisir de savoir qu'elle s'était fait avoir. J'ai écouté. À l'étage, la douche coulait encore, l'eau cognait sur le carrelage. Elle était là-haut, en train de chantonner un tube de radio, se lavant les cheveux sans se douter de rien, pendant que moi, en bas, je découvrais qui était vraiment la femme que j'avais épousée. Je ne suis pas monté la confronter. Non. Je ne suis pas du genre drame. Je suis un réparateur. Je démonte doucement, je cherche les fissures, les points faibles. Alors je me suis adossé au frigo, bras croisés, et j'ai réfléchi. À quel point ça lui était facile de me mentir. À quel point j'avais dû avoir l'air con ces derniers mois, à me vanter de ma femme au barbecue, à dire à mes potes que j'avais de la chance. Pendant qu'elle parlait de moi dans mon dos avec son « Léa ». Ou quel que soit son vrai prénom. J'ai essayé de me souvenir d'un mec qui s'appellerait Léa. Rien. Juste des visages flous des pots de Noël du boulot, des goûters de famille. Des noms que je n'avais jamais retenus parce que je lui faisais confiance. Maintenant, tous ces visages se mélangeaient. Tous ces sourires. Tous ces hanchacs. Tout était sali. J'ai entendu la douche s'arrêter. J'ai paniqué une demi-seconde. J'ai essuyé mes paumes sur mon jean, forcé un air normal, repris la télécommande et recommencé à zapper. Elle est descendue quelques minutes plus tard en pyjama, cheveux mouillés attachés, l'air aussi doux qu'avant.
Tu mates quoi? Qu'elle a demandé en prenant une bouteille d'eau dans le frigo. Un vieux western, j'ai marmonné, yeux rivés sur l'écran. Elle s'est approchée, m'a embrassé le dessus de la tête comme d'habitude, s'est blottie contre moi. Peut-être qu'elle avait sa place là, avant. Mais plus maintenant. Plus après ce que j'avais vu. À partir de cette nuit, chaque regard, chaque mot qui sortait de sa bouche sonnait faux. Je voyais les mensonges lovés sous son sourire comme des vipères dans l'herbe haute. Je savais une chose, la femme que j'aimais n'était plus celle qui était assise à côté de moi. Et tôt ou tard, il faudrait que j'agisse. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas retourné la table de la cuisine ni claqué la porte comme dans les films. C'est pas moi. Mon père disait toujours, garde ta poudre au sec tant que tu sais pas d'où vient le vent. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé le silence. Mais je n'ai pas oublié ce SMS. Ni les messages à Léa. Ni la façon dont Camille me regardait droit dans les yeux tous les jours comme si de rien n'était. C'était ça le plus dur, voir à quel point ça lui était facile de continuer, cuisiner, plier le linge, rire devant des séries, tout en cachant son truc dans mon dos. J'ai décidé que si elle traitait notre mariage comme un jeu, j'allais apprendre les règles et la battre. Je suis devenu malin. D'abord, j'ai observé. J'ai noté mentalement. Chaque fois qu'elle disait devoir rester tard au bureau, dîner avec des collègues, je rangeais l'info. Toujours une excuse pour ne pas être avec moi. Toujours un dossier urgent, un anniversaire, un besoin de me détendre. Ça paraissait innocent, jusqu'à ce qu'on aligne les jours et qu'on voit le schéma. C'est là que j'ai décidé de la tracer. Je ne suis pas un geek. Mais je sais me servir d'un smartphone et fouiller sur Internet. En 15 minutes un dimanche après-midi, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, un traceur GPS minuscule, magnétique, avec suivi en temps réel sur le téléphone. Je l'ai commandé sous un faux nom, livré chez Léo. Pas envie que le colis arrive chez nous. Léo n'a rien demandé, il me l'a juste tendu en disant « J'espère que ça t'apportera ce dont t'as besoin ». J'ai attendu le vendredi suivant. Camille avait encore ça, soirée entre copines. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a dit de ne pas l'attendre, et a sorti sa Clio de l'allée comme si tout était normal. Je lui ai laissé 5 minutes d'avance, puis je suis allé dans le garage, je me suis glissé sous son pare-choc arrière et j'ai collé le traceur. 2 secondes chrono. Je suis rentré, j'ai pris une bière fraîche, et j'ai regardé le petit point clignotant descendre l'avenue de la République sur mon téléphone. Je ne l'ai pas suivi ce soir-là. Pas encore le moment. J'ai juste regardé. Le point s'est arrêté près du centre, du côté des restos chics. Elle est restée presque 3 heures, puis direction l'ouest, arrêtée 40 minutes dans un quartier résidentiel, puis rentrée après minuit. Je n'ai rien dit quand elle est rentrée. Juste levé les yeux du canapé, alors, c'était sympa. Ouais, content de retrouver les copines, qu'elle a souri. Elle n'avait aucune idée que je savais qu'elle avait passé plus de temps garée dans un quartier que dans le resto. Aucune idée que j'avais zoomé et screenshoté l'adresse. Je lui ai juste souri et hoché la tête comme un con. Les 2 semaines suivantes, j'ai continué. Elle ignorait que j'avais arrêté de croire ces histoires. Ignorait que chaque excuse était vérifiée sur l'appli dans ma poche. Et ce que j'ai découvert n'a fait qu'agrandir le trou dans mon ventre. 2 fois elle a dit rester tard au boulot, mais sa voiture n'est jamais passée près de son bureau rue de la Paix. Une fois elle m'a dit aider sa copine Kelly à déménager des cartons, la voiture s'est arrêtée 2 heures à la même adresse que le premier soir. J'ai tapé l'adresse. Appartient à un certain TOM, début quarantaine, célibataire. Pas dur de comprendre qui était vraiment Léa. Toute cette semaine-là, j'ai marché comme un fantôme au tondre la pelouse, réparer la lampe de la terrasse, même faire des merguez le dimanche comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, je retenais une tempête. Parfois je m'asseyais dans le camion, porte fermée, et je fixais le petit point clignotant sur l'écran. Je connaissais ses itinéraires maintenant. Ses habitudes. Je savais quand elle mentait rien qu'à la vitesse à laquelle le point partait dans la direction opposée à ce qu'elle m'avait raconté. Chaque « je file chez Carrefour », chaque « urgence au boulot », chaque « j'ai oublié de t'appeler chérie », j'étais 10 coups devant. Et pendant tout ce temps, bouche cousue. Jamais rien laissé paraître. Jamais montré mon jeu. Je hochais la tête, je souriais, je gardais tout bien attaché comme du fret dans la benne d'un camion. Parce que je ne faisais pas que la surveiller. Je constituais un dossier. Je n'étais pas encore en colère.
Mais je me préparais. Et quand l'heure viendrait, je serais prêt. Ce vendredi-là, je savais que ça allait se jouer. Tu sens parfois les choses dans les os avant qu'elles arrivent? Comme quand le temps va tourner avant que les nuages arrivent. C'était ça. Camille est entrée dans la cuisine vers 17 h, un peu plus habillée que d'habitude. Cheveux bouclés. Un soupçon de parfum qu'elle sort seulement pour les mariages ou les soirées boulot. Elle portait ce haut bleu nuit, celui qui fait toujours complimenter les serveurs et les caissières. J'étais à table, faisais semblant de trier des factures en sirotant mon 3e café noir. Elle m'a embrassé sur la joue et a dit « Je sors boire un verre avec les copines. » Ne m'attends pas. J'ai hoché la tête, souri comme d'habitude. Amuse-toi bien. Elle est partie avec un petit ressort dans le pas. J'ai attendu 1 minute, fini mon café d'un trait, pris mes clés. Pas besoin d'ouvrir l'appli. Je savais déjà où elle allait. J'ai sorti mon camion doucement, phares éteints jusqu'au bout de la rue. Je suis resté 2 virages derrière elle. Merci les routes départementales et les carrefours larges. Je l'ai suivie à travers la ville, par le pont de pierre, passer les zones commerciales, vers le côté chic là où les restos ont un voiturier et où les gens boivent du vin en levant le petit doigt. Mes mains tremblaient, je l'avoue. Mon téléphone était sur le tableau de bord, appareil photo ouvert, au cas où. Mon vieux réflexe Canon était sur le siège passager un peu tout mûche, mais je ne voulais rien rater. J'avais jamais fait un truc pareil. J'avais l'impression d'être dans un film d'espionnage, le cœur qui battait plus fort que le moteur. Elle s'est garée chez l'Orangerie du Lac. Endroit classe. Grande baie vitrée, lumière moderne, le genre d'endroit où on n'allait jamais. Nous, c'était plutôt couscous et pastis en terrasse. Enfin, je croyais. J'ai pris une place 2 rangées derrière. Moteur coupé. Pas trop près. Je l'ai regardé sortir, lisser sa jupe, ce shaker dans le rétroviseur. Et puis il est arrivé. Grand. Cheveux gominés. Rasé de près avec cette chemise trop ajustée qui hurle crise de la quarantaine. Dès que je l'ai vu, j'ai su. Théo. Son nom m'est revenu comme une gifle. Je l'avais croisé une fois à la soirée de Noël de son entreprise. Le mec qui restait un peu trop près, qui faisait des blagues qui me tordaient déjà le bide à l'époque. Elle m'avait dit « Oh c'est juste Théo. Il est inoffensif. » Inoffensif mon cul. Je l'ai regardé sortir de sa Mercedes argentée et marcher droit sur elle. Pas d'hésitation. Il l'a prise dans ses bras, et ils se sont enlacés comme des gens qui ne se contentent pas d'un apéro. Puis elle l'a embrassé. Pas une bise. Pas un truc poli. Un baiser qui disait « Je m'en fous qu'on me voie ». Un baiser comme si j'étais déjà parti. Je me suis figé. 1 seconde, j'ai même pas pu lever mon téléphone. Juste assis dans mon camion, main crispée sur le volant, mâchoire serrée à en casser une dent. Puis l'instinct a pris le dessus. J'ai attrapé mon téléphone, pris une photo à travers le pare-brise. Pas parfaite, un peu floue, une trace de pluie du matin mais suffisante. On voyait leur visage. Sa main sur son torse. Tout ce qu'il fallait. J'en ai pris d'autres. 1 douzaine. Peut-être plus. Zoom. Plan large. Eux qui marchent vers l'entrée, qui rit, sa tête penchée vers lui comme une ado amoureuse. Je les ai regardés disparaître à l'intérieur. Ma poitrine était vide. Ma bouche sèche comme du sable. Je suis resté là, téléphone sur les genoux, à fixer la porte comme si elle allait ressortir en courant avec une excuse. Mais non. Évidemment non. Je suis resté garé 20, 30 minutes. À réfléchir. Pas à pleurer. Pas à parler tout seul. Juste à réfléchir. À tous les Noëls ensemble. Au jardin qu'on avait aménagé. Au dimanche matin. À sa façon de rire quand elle cramait le bacon et m'accusait. Tout ça ne voulait plus rien dire pour elle. Elle avait quelqu'un de neuf. Une meilleure offre. Voiture plus propre, fringues plus chic, mots plus doux sans doute. Mais je n'allais pas laisser ça se terminer en me faisant passer pour un con. J'ai démarré, quitté le parking, roulé quelques rues plus loin et me suis garé dans le noir. J'ai regardé les photos. Swipe gauche. Droite. Encore et encore. Preuve. Indéniable. Et le plus drôle, je n'étais toujours pas en colère. J'étais anesthésié.
calme. Concentré. Comme si j'étais sorti de mon corps et que je regardais tout ça de haut. Juste un mec nommé Gabriel, assis dans son camion avec un dossier plein de chagrin, attendant le prochain coup. Mais il arrivait. Et elle ne le verrait pas venir. Le samedi matin, j'ai appelé un avocat. Pas n'importe lequel, maître Philippe Garnier. Un ancien. Bureau juste en face de l'ancienne poste rue Gambetta. Il faisait du droit de la famille dans le coin depuis que j'avais des poils au menton. Tout le monde le connaît. Surtout, tout le monde le respecte. Léo l'avait pris pour son premier divorce. Il a décroché à la 3e sonnerie. Voix rauque mais posée. Il pouvait me recevoir l'après-midi même. Apporte tout ce que t'as qui peut m'aider à comprendre. Je l'ai fait. J'ai rassemblé tout, capture d'écran des SMS entre Camille et Léa. Photo du parking du resto. Historique GPS daté et horodaté. J'avais même noté l'adresse où sa voiture revenait tout le temps. J'ai imprimé les photos au photomaton de la Fnac et je les ai glissées dans une chemise cartonnée. En couleur, c'était encore pire. La netteté rendait tout plus réel. J'ai mis la chemise sous mon bras, enfilé ma vieille veste de travail, et je suis parti. Le bureau de maître Garnier sentait le tabac à pipe et les vieux bouquins. Lambris en bois, étagère pleine de gros codes reliés or. Un petit drapeau dans un coin, un diplôme de la fac de droit de Paris encadré derrière son bureau. Sa secrétaire m'a proposé un café. J'ai refusé. Il m'a fait signe de m'asseoir et a attendu que je sois installé. Alors Gabriel, raconte-moi ce qui se passe. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je lui ai dit cash que j'avais surpris ma femme dans une double vie. Que j'avais des preuves. Que je ne voulais ni scandale ni bagarre publique, mais que je n'allais certainement pas faire semblant que rien ne s'était passé. Quand j'ai poussé la chemise vers lui, il l'a ouverte, a regardé la première photo et a soufflé longuement par le nez. Pas choqué. Pas horrifié. Juste fatigué, comme quelqu'un qui a vu trop de gens faire la même connerie. Il a feuilleté lentement. Quelques hochements de tête. Quand il est arrivé aux captures de SMS, il a plissé les yeux, sorti ses lunettes de sa poche et s'est penché. Clair et net. Puis il m'a regardé. Tu veux avancer? J'ai hoché la tête. Je veux que ce soit propre. Sans chichi. Juste sortir de là. Il a tapoté la chemise. Ça suffira. Les logs GPS, c'est la cerise. Photos et messages, c'est largement assez. Elle ne pourra pas nier. Il a sorti des formulaires, les a posés devant moi, a cliqué son stylo. On dépose lundi. Il y a un délai légal, mais tu seras protégé dès maintenant. Tu veux que je rédige une lettre pour elle, ou tu t'en charges? Faisons ça en règle, j'ai dit. Je veux que ça vienne de toi. Malin, qu'il a répondu en griffonnant sur un bloc. Il faudra réunir des papiers. Impôts, compte joint, tout ce qui est aux deux noms. Plus j'ai de choses maintenant, plus ça ira vite. J'ai hoché la tête, silencieux. Ma mâchoire était crispée. Pas de colère, juste le poids qui s'installait. Il s'est calé dans son fauteuil, a fait craquer ses doigts. T'es pas le premier à t'asseoir là avec le cœur en morceaux, Gabriel. Et tu seras pas le dernier. Mais ceux qui gèrent ça calmement et préparés? Ils ressortent plus solides qu'en entrant. Je serai pas le con de l'histoire, je lui ai dit. Plus maintenant. Il a souri à peine. Alors t'es déjà en avance sur la plupart. On a passé l'heure suivante à tout passer en revue. Il m'a posé des questions sur la maison, les comptes, les voitures. J'ai répondu. L'homme était méthodique, solide, sans blabla, que du concret. Je respectais ça. Quand je suis sorti sur le trottoir, le vent s'était levé. Le soleil se couchait derrière le palais de justice, jetant de longues ombres sur la rue Gambetta. Je suis resté là 1 minute, chemise sous le bras, main dans les poches. C'était bizarre. Pas triste, pas soulagé. Juste, calme. Comme si quelque chose s'était terminé, mais que le bruit n'était pas encore arrivé. Je suis rentré et je me suis fait un sandwich. Quand Camille est revenue plus tard avec des sacs de courses et un faux bâillement, je n'ai pas dit grand-chose. Elle m'a demandé si je voulais regarder un film. J'ai dit que j'avais du boulot dans le garage. Elle a hoché la tête. Embrassé ma joue. Et comme ça, j'ai su où elle n'avait aucune idée que son temps était compté.
Le lundi soir, les habitudes de Camille n'avaient pas bougé. Toujours le sourire. Toujours à demander ce que je voulais manger. Toujours des petits SMS dans la journée comme si elle n'avait pas jeté notre mariage par la fenêtre. Ça me confirmait tout, elle n'avait rien capté. Cette semaine-là, j'ai continué à shaker le traceur, à voir ces mêmes trajets se répéter comme une rediffusion. Mardi soir, sa voiture a la même adresse à l'ouest. Jeudi, elle m'a dit rester tard, mais le point m'a dit le contraire. Il a traversé la ville et s'est garé près du lac. Et puis vendredi est arrivé comme je savais qu'il arriverait. C'était sa soirée, vers entre collègues. Le soir où elle s'habillait un peu mieux, partait un peu plus tôt, rentrait en fredonnant comme à 17 ans. Je savais où elle serait et avec qui. Alors j'ai monté le plan. J'ai appelé l'orangerie du lac et réservé une table pour 8. Même horaire qu'elle et son mec. J'ai pris sur la terrasse, sous les guirlandes lumineuses. Belle vue sur l'eau. Bonne visibilité. Je voulais être aux premières loges. Ensuite, les invitations. J'ai dit à mes collègues qu'on organisait un dîner surprise pour Camille. Elle est stressée en ce moment, je veux lui faire plaisir. Venez et jouez le jeu, faites comme si c'était un mystère. Ils ont tous dit oui sans poser de questions. Steve et Patricia de l'atelier, même Léo mon plus vieux pote m'ont répondu, ce qu'il te faut, Gabriel. Je suis là. Puis le plus dur. Les parents. Je ne faisais pas ça par vengeance. Je le faisais parce que je voulais que la vérité tombe là où elle devait au grand jour. J'en avais marre de me taire pendant qu'elle jouait la belle-fille parfaite et la fille modèle sous le nez de tout le monde. J'ai appelé ma mère d'abord. Je lui ai dit que je voulais faire une surprise à Camille avec un dîner en famille, un truc classe. Viens avec papa, ne dis rien à personne, profite juste du repas. Elle était ravie. C'est adorable, mon chéri. Puis j'ai appelé les parents de Camille. Là, ça m'a serré la gorge. Sa mère m'avait toujours bien traité. Son père et moi, on avait passé des samedis à regarder le foot et à fendre du bois. Pourtant, j'ai fait le même speech, dîner mystère pour Camille, une petite fête pour tout ce qu'elle fait. Ils étaient touchés. Sa mère a même dit, c'est tellement gentil, Gabriel. Elle va adorer. J'ai remercié et raccroché, un peu malade. Pas de la culpabilité ou juste le poids qui pesait sur ma poitrine. Ce n'est pas le genre de truc qu'on fait à la légère. Mais ce n'est pas moi qui avais allumé la mèche. J'étais juste celui qui s'assurait qu'elle ne brûle pas en silence. Le vendredi est arrivé. J'ai passé la matinée à ranger le garage, histoire de m'occuper les mains. Je checkais mon téléphone toutes les heures, le traceur pulsait doucement sur la carte. À 18h20 pile, le point de Camille a bougé. Même trajet. Même destination. Pendant ce temps, je me suis préparé. Chemise propre, mes bottes en cuir marron que je sors pour les mariages et les enterrements. J'ai imprimé une copie nette des photos et des logs GPS pas une pile, juste de quoi être clair. Glissé dans une enveloppe blanche toute simple, cachetée. Dans la poche intérieure de ma veste. Puis j'ai pris mes clés et je suis parti. Quand je suis arrivé sur le parking, des voitures familières étaient déjà là. Le camion de Léo. Le petit SUV de Patricia. Même la Peugeot blanche des parents de Camille, garée nickel comme toujours. J'ai pris une grande inspiration, je suis sorti, j'ai traversé le gravier, mes bottes crissant à chaque pas. À l'intérieur, l'hôtesse a levé les yeux. Table pour 8, monsieur Moreau. J'ai hoché la tête. C'est ça. Elle m'a conduit sur la terrasse. L'endroit était chaleureux avec les lumières et les conversations feutrées. J'ai serré des mains, fait des accolades, discuté de la météo, du foot, du prix de l'essence comme si c'était un vendredi normal. Je jetais des coups d'œil vers l'entrée. D'une seconde à l'autre. Une partie de moi voulait être en colère. Une autre voulait s'effondrer. Mais ce que je ressentais vraiment, c'était de la concentration comme le silence juste avant l'orage. Pas de peur. Pas de vengeance. Juste une résolution. Tout le monde était assis. Verre rempli. Les cartes même pas ouvertes. Et moi, j'étais là, à attendre qu'elle passe cette porte. Je les ai vus avant qu'ils me voient. Camille est entrée par la porte latérale, bras sous le sien comme s'ils allaient au cinéma. Cheveux relevés parfaitement, la coiffure qu'elle gardait pour les grandes occasions. Une robe bordeaux douce que je n'avais jamais vue.
Faut croire que je ne valais plus les nouvelles tenues. Théo, ou Léa, dans son répertoire, souriait comme s'il possédait les lieux. Cheveux gominés, veste chère, torse bombé, posture de mec qui se croit au centre du monde. Je les regardais depuis l'ombre près du bar, hors de leur vue, assez loin pour tout voir, assez près pour sentir mon pouce accélérer. On les a conduits à une table d'angle, à moitié cachée par une grande plante verte et un treillis. Intime. Privé. Une petite bougie entre eux. Ils se penchaient l'un vers l'autre, riaient comme des ados au bal de promo. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai attendu. Attendu qu'ils commandent. D'abord les apéritifs. Elle a pris un vin blanc comme toujours et lui un truc avec une rondelle d'orange, genre cocktail sophistiqué, pas le genre de boisson qu'on sirote devant un match. C'est là que je suis sorti. J'ai fait signe à l'hôtesse, et elle nous a guidés moi et tout le groupe, collègues, mes parents, ses parents vers la salle principale. J'ai senti le silence se propager à notre table quand ils l'ont repéré de l'autre côté. Sa mère a figé son sourire en premier. Ma mère a posé une main dans mon dos comme pour m'arrêter, mais n'a rien dit. Mon père s'est redressé, visage fermé mais blême. Léo était derrière moi, mâchoire serrée. Personne ne posait de questions. Pas besoin. On a tourné au coin. Mes bottes résonnaient sur le parquet comme un orage lent. Camille a levé les yeux. Je n'oublierai jamais son visage yeux écarquillés, bouche entr'ouverte, verre de vin encore en l'air. Comme un chevreuil pris dans les phares. Théo a cligné des yeux, s'est redressé, plissant les paupières comme s'il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Il a ouvert la bouche. Trop tard. Je me suis avancé jusqu'à leur table. Sans crier. Sans hausser le ton. Froid. Calme. Comme je l'avais répété 100 fois dans ma tête. Bon vendredi, ma chérie. Puis j'ai sorti la chemise de ma veste. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai posée devant elle comme si c'était la carte des desserts. Elle l'a fixée sans la toucher, comme si ça allait la brûler. Théo a regardé la chemise, puis moi. Il n'avait toujours pas parlé. Ça faisait 2. J'ai sorti l'enveloppe ensuite. Blanche. Son prénom écrit dessus de mon écriture la plus nette. Tout ce qu'il te faut est là-dedans, j'ai dit. Déposé, notarié, signé de ma main. J'ai fait glisser l'enveloppe jusqu'à ce qu'elle touche son verre. Silence. Autour de nous, les autres clients se retournaient et murmuraient. Un couple à la table d'à côté s'est tu en pleine bouchée. Un serveur s'est figé au milieu de la salle avec un plateau de profiterole et 2 fourchettes. Tout le resto s'était arrêté. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Ses yeux passaient de moi à la chemise, puis à nos familles derrière moi. Sa mère semblait sur le point de s'évanouir. Son père avait pris 10 ans en 10 secondes. Je voulais que tout le monde soit là, j'ai dit, pour qu'il n'y ait plus de mensonges. Elle a enfin retrouvé sa voix. Gabriel, attends. J'ai levé la main. Juste un geste. Suffisant pour la couper. Tu n'expliques plus. Plus maintenant. Théo s'est agité sur sa chaise, jetant un œil vers la sortie comme s'il calculait sa fuite. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est lui ton mec ? J'ai demandé en hochant la tête vers lui. C'est avec lui que tu te barres dans mon dos ? Aucun des deux n'a répondu. Je ne m'y attendais pas, j'ai construit une vie avec toi, je lui ai dit, et toi tu l'as jeté pour des mensonges à 2 balles et des soirées tardives. Sa lèvre inférieure s'est mise à trembler. Des larmes montaient, mais je n'étais pas là pour les essuyer. Je me suis retourné et je suis parti. Calme. Silencieux. Mes bottes résonnant régulièrement sur le parquet. J'entendais ses sanglots derrière moi, mais je n'ai pas regardé en arrière. Pas besoin. C'était fini. Elle a éclaté en sanglots avant que j'aie traversé la moitié de la salle. Derrière moi, j'ai entendu le hoquet dans sa gorge, puis le tintement doux quand son verre a cogné l'assiette. Les chaises ont bougé. Les couverts se sont figés en l'air. Toutes les têtes du restaurant se sont tournées pour regarder le dernier acte d'une pièce dont ils avaient eu des places au premier rang sans le savoir. Théo s'est levé, lentement, maladroit. Il a essayé de dire quelque chose, je ne sais pas si c'était pour moi, pour elle ou pour les gens autour, mais sa voix s'est cassée. Il ressemblait à un mec surpris en train de braconner sur le terrain d'un autre. Je me suis retourné une seule fois. Juste assez pour faire face à la salle, la voix ferme comme de l'acier.
Voilà à quoi ressemble une trahison, les amis. Personne n'a répondu. Pas besoin. Certains ont détourné les yeux, gênés. Quelques-uns l'ont regardé avec pitié. 2 ou 3 m'ont fixé comme s'ils gravaient la scène dans leur mémoire. Puis je suis sorti. Pas en courant. Pas en tapant du pied. Juste marcher, un pas après l'autre, dans l'air froid de la nuit. La porte s'est refermée derrière moi avec un petit clic, comme le couvercle d'une boîte que je n'ouvrirai plus jamais. Dehors, le vent piquait. Le lac scintillait sous les lumières du resto. Mon camion attendait seul au fond du parking, comme un vieil ami. Je suis monté, j'ai tourné la clé, et je suis resté là 1 minute, main sur le volant. À ce moment-là, c'était propre. Pas joyeux, pas en colère, juste propre. Comme si j'avais rincé des mois de mensonges et que je les avais laissés là-bas sous les lustres et les serviettes en lin. Les jours suivants ont été calmes. Elle a essayé un SMS. Un long message qui commençait par « Je ne voulais pas te faire de mal » et finissait par « On peut parler ?» Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce qu'il n'y avait plus rien qui valait la peine d'être dit. J'ai déménagé le week-end d'après. J'ai pris ce qui était à moi au pas par vengeance, juste ce que j'avais apporté dans le mariage. Mes outils. Mes photos. La montre de mon père. Le drapeau de son enterrement. J'ai laissé le reste. La télé, la vaisselle, même l'album de mariage. Je ne voulais pas de souvenirs. Elle est restée dans la maison. Je n'ai pas lutté. Je voulais juste de la distance, de la paix. J'ai loué un petit appart du côté de la rivière, vers les quais. Rien de fou ou plein pied, belle lumière, voisin discret. Un canapé d'occasion et une cafetière qui marchaient vraiment. J'ai accroché quelques photos. Une de Rocky. Une de mes parents jeunes. Le silence a pris du temps à s'apprivoiser. Au début, c'était trop vide. Pas de tiroir qui s'ouvre. Pas de bruit de sèche-cheveux à l'étage. Pas de pas la nuit. Mais au bout d'un moment, le silence est devenu une compagnie à lui tout seul. Je me suis remis à marcher. Le matin surtout, avec un thermos de café et ma vieille veste en jean remontée jusqu'au cou. Certains jours je descendais le long des voies ferrées, juste pour entendre le gravier crisser sous mes bottes et laisser mes pensées se ranger. J'ai signé les papiers définitifs du divorce 1 mois plus tard. Rendez-vous simple au cabinet de Maître Garnier. Juste lui, moi, et une tierce personne neutre avec un clipboard. Pas de drame. Pas de cris. Quelques signatures, et c'était fini. Après, il m'a servi un café noir et s'est assis en face. « Ça va, Gabriel ?» J'ai bu une gorgée, hoché la tête. Mieux que depuis longtemps. Il a souri au petit, mais sincère. C'est l'essentiel. Je suis rentré doucement ce jour-là. Sans me presser. J'ai baissé les vitres malgré le froid. Laissez l'air me rappeler que j'étais encore là, que je respirais, que je tenais debout. Les gens ont posé des questions sur elle un moment. À l'atelier, à la messe, à la station-service. Je répondais court. Ça n'a pas marché. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Et voilà. Je n'ai jamais revu Théo. Jamais entendu prononcer son nom. Peut-être que ça s'est éteint une fois sous les projecteurs. Peut-être qu'il se retrouve encore dans des coins sombres de resto chic en faisant semblant que personne ne sait. Je ne sais pas. Je n'ai jamais regardé en arrière. On peut perdre beaucoup dans une rupture comme ça, une maison, des habitudes, des traditions. Mais ce que je n'ai pas perdu, c'est moi. Je suis sorti de là avec ma dignité, et ça valait plus que n'importe quel crédit commun ou souvenir de sapin de Noël. Ce que j'ai appris, quand quelqu'un te montre ce que tu vaux pour lui, crois-le. Ne cours pas après ce qui a déjà été jeté. J'ai perdu une femme. Mais j'ai retrouvé ma paix. Ma valeur. Mon nom. Et au final, ça valait tout. Partagez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que cette exposition médiatique était excessive ou qu'elle le méritait? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.